Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite un bel après-midi. Je vous souhaite aussi la bienvenue à ce Midi de la recherche qui portera sur le rôle de la recherche et du transfert en finances des ménages et en littératie financière. Mon nom est Caroline Aubé, je suis la directrice de la recherche et du transfert et professeure en management et c'est moi qui aurai le plaisir d'animer nos échanges ce midi. Donc, avant de débuter, j'aimerais rappeler que nos Midis de la recherche sont enregistrés, évidemment, avec l'accord de nos panélistes et qu'ils sont disponibles par la suite sur notre chaîne YouTube. Donc, comme je l'évoquais il y a juste un instant, on parlera ce midi de la pertinence de la recherche et du transfert pour mieux comprendre les comportements financiers des individus, mais aussi pour concevoir des interventions porteuses en matière d'éducation financière. D'ailleurs, en 2022, HEC Montréal a fait le choix de supporter cette thématique-là, notamment en créant le laboratoire en littératie financière en collaboration avec le Mouvement Desjardins. Donc, un laboratoire dont on entendra un peu plus parler dans la prochaine heure, mais qui vise 3 principaux objectifs: documenter et analyser la situation financière des individus, d'une part, comprendre l'impact du niveau de littératie financière sur leurs choix financiers, et analyser des interventions ciblées pour améliorer les connaissances financières des individus et contribuer ainsi à leur bien-être financier. Donc, pour aborder ces questions importantes, on a avec nous 3 experts d'HEC Montréal, des professeurs de finances. Donc, tout d'abord, le professeur Philippe Dastou, qui est directeur du laboratoire en littératie financière, en éducation financière, et le fondateur du laboratoire aussi. Donc, Philippe, qui est professeur au département de finances. Donc, merci Philippe d'être avec nous. Bien, merci de m'avoir invité. Et nous avons également avec nous 2 autres professeurs du département de finances qui sont également des expertes dans le domaine de la finance des ménages et qui sont des collaboratrices du laboratoire, donc Franca Blenzer et Irina Gemot. Donc, merci beaucoup à toutes les 2 d'être avec nous ce midi. Donc, pour commencer, on va... en fait, je rappelle aussi que vous pouvez noter vos questions parce que ça se voudra aussi un échange. Donc, à la fin, on essaiera de réserver tout le moins minimalement une dizaine de minutes pour pouvoir... que vous puissiez interagir avec les panélistes. Donc, soit vous mémorisez ou vous écrivez, que vous soyez en ligne ou en présence, vos questions, puis on vous donnera la parole après le panel. Donc, sans plus tarder, allons-y avec une première question que je vais adresser peut-être principalement à Philippe comme directeur et fondateur du laboratoire, mais bien sûr, Franca et Irina, n'hésitez pas à compléter avec votre expérience également. Donc, Philippe, qu'est-ce qui t'a donné l'idée puis la motivation de créer le laboratoire en éducation financière en collaboration avec le Mouvement Desjardins? Donc, si tu peux nous parler un peu de la genèse puis tes motivations autour de cette initiative. Bien, premièrement, honnêtement, la finance, pour moi, c'est une passion. C'est très drôle quand tu dis ça, des fois, à des gens ordinaires, là, parce que pour certains, la finance, c'est vraiment horrible. Je pense que le lab, il vient d'un besoin de comprendre comment les individus prennent leurs décisions financières. Okay? Puis on n'a pas une très bonne lecture de ça, ou on n'avait pas une très bonne lecture de ça jusqu'il y a peut-être 5, 10, 15 ans. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment les gens prennent des décisions financières. On vit dans un monde, là, vous le savez sûrement, où les décisions financières qu'on prend sont de plus en plus complexes. C'est de plus en plus complexe, c'est de plus en plus difficile. On pense, le premier gros changement qu'il y a eu dans les dernières années, là, dans les 10, 15, 20, 30 dernières années, c'est au niveau de la retraite. Okay? On est passé d'un monde dans les années 80, 90 où tu avais un employeur, ton employeur gérait ton fonds de pension, tu prenais ta retraite, c'était beau, c'était fini, tu avais de l'argent jusqu'à ta mort. Ça a beaucoup changé. Les employeurs ont délaissé ces fonds de pension-là, puis se sont tournés vers des fonds de pension où l'individu a beaucoup plus de choix. Il choisit combien il cotise, dans quoi il cotise, s'il sort de l'argent, s'il laisse l'argent là-dedans. Tu sais, les fonds de pension qu'on a, que vous avez à HEC, là, c'est rare. C'est très, très rare au Québec. Il y a juste quelques employeurs qui les ont encore. Tu rajoutes à ça le fait que l'investissement, c'est plus facile que jamais, l'investissement autonome. J'étais à Québec la semaine passée pour une conférence, puis il y a une dame dans la salle qui dit « Écoute, je lis les articles de Nicolas Bérubé dans la presse. Il dit « Il ne faut pas avoir des fonds mutuels. Ça prend des FNB. » Elle dit « Monsieur, c'est quoi des FNB? » Bon, OK. Donc, on peut investir nous-mêmes. On prend notre téléphone, on achète des actions, on achète de la crypto, on achète des affaires assez funky. Les individus ont tous ces choix-là. Tu regardes du côté de la dette, on a beaucoup parlé des cartes de crédit, c'est accessible, les gens ont des cartes de crédit, ils prennent des socs. Mais maintenant, c'est encore plus que ça. Tu peux prendre tes paiements, tes achats par versement, donc les Chezzle, les Afterpay. Tu arrives sur à peu près n'importe quel site de transaction en ligne, puis tu peux demander de payer en 4 versements.
Ah, mais ça, c'est du crédit. Ça se rajoute à ton crédit. Si tu ne le paies pas, ton paiement, là, il y a des conséquences importantes. Les frais sont importants. Il y a des frais de retard, des frais d'intérêt. Rajoute à ça que la situation dans l'emploi est aussi plus complexe qu'elle l'a été dans les dernières années. Donc là, je parlais à des gens récemment chez Retraite Québec, ils disent « On pensait qu'on était sorti du bois là, après les tarifs de Trump, mais là, il y a la guerre en Iran. » Les entreprises vont mettre des gens à pied, ça affecte les travailleurs, ça affecte leurs revenus. Donc, tu prends tout ça ensemble puis tu te dis, bien, peut-être qu'il y a quelque chose à étudier, puis peut-être que la recherche peut contribuer, un, à comprendre qu'est-ce qui arrive, mais deux, à faire un transfert de connaissances. Parce que toute la recherche dont on va vous parler aujourd'hui, Irina, Franca et moi-même, c'est très pratico-pratique. Il n'y a pas beaucoup de pelletage de nuages. Les instances politiques, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait, ils veulent comprendre ce qu'on fait, puis ils veulent comprendre nos résultats. Donc, tu l'as bien dit, tu as bien nommé les objectifs du Lab. La mission, là, c'est d'être un chef de file en recherche en finance des ménages au Québec, au monde. Okay? C'est vraiment ça le but. Je pense qu'HEC se positionne très bien avec des chercheurs, des chercheuses de haut niveau en finance des ménages. On se fait un très bon nom. Le but, c'est d'alimenter ça. Tout ce que le Lab peut faire pour alimenter cette recherche-là, on va le faire. Donc, après ça, bien, on a été chanceux qu'HEC appuie la finance des ménages comme un axe de recherche. Ça fait partie du plan stratégique de l'école qui est en train de se compléter. On est chanceux que Desjardins a accepté de donner de l'argent, no strings attached, juste de l'argent pour dire vas-y, fais un beau projet, étudie la finance des ménages. Puis, au final, ce qu'on espère, c'est qu'on va être capable vraiment de produire un transfert de connaissances vers les politiques publiques, les employeurs et la communauté en général. Vos données, Philippe, vous les prenez où? J'imagine qu'elles vous viennent notamment de Desjardins. Comment vous générez des connaissances? À partir de quel... Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait tous discuter, mais selon moi, il y a deux angles en finance des ménages que tu veux regarder. Un, c'est toute la famille des données administratives. Les données administratives, c'est des données qui sont colligées par les gouvernements, comme Statistique Canada, par les institutions financières, par des employeurs. Puis ces données-là nous disent qu'est-ce que les gens font. C'est quoi qu'ils font, on est capable de le voir. Maintenant, si tu veux comprendre pourquoi ils prennent ces décisions-là, il faut que tu te tournes vers des données d'enquête. Fait que c'est les deux grandes familles avec lesquelles on travaille, nous deux, comprendre ce que les gens font et pourquoi ils le font. Puis une fois que tu as l'image complète, tu es capable de comprendre un petit peu où on s'en va. Je suis certaine que vos expertises vous rendent très populaire auprès de votre entourage qui sont certainement très intéressés par vos conseils aussi, même si vous n'êtes pas des analystes, des chercheurs, mais en même temps, vous avez des expertises qui sont précieuses pour notre santé financière. Franca, Irina, vous êtes des collaboratrices au sein du laboratoire. Donc, comment vous voyez votre rôle, votre contribution au sein du laboratoire? Oui, bien, comme Philippe disait, il y a vraiment deux sources de données importantes. Moi, je me penche surtout sur des enquêtes et des expériences. Donc, moi, je regarde un peu plus pourquoi les gens prennent des décisions d'une certaine manière. Puis, on sait que parfois, les gens vont commettre des erreurs qui peuvent être coûteuses. Donc, c'est quelque chose que moi, je regarde un peu plus en détail avec des expériences. Ce sont parfois des situations un peu isolé où on essaie de regarder vraiment un aspect de la prise de risque, par exemple. Pourquoi est-ce que les gens vont acheter plus d'actions ou vont investir de façon plus risquée dans certaines situations? Donc là, on les met dans des situations d'investissement, puis on regarde un peu si on change les circonstances, comment ça va changer le comportement. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de faire maintenant. En fait, là, on est vraiment dans la phase chaude avec une expérience au Tech 3 Lab, aussi à HEC. C'est une belle collaboration où on peut regarder, même au niveau physiologique, comment les gens investissent, comment les gens réagissent à des situations d'investissement. Donc, quand on donne un conseil, comment ça va affecter le stress? Est-ce que les gens sont moins stressés puis vont prendre plus de risques? Tous ces enjeux-là, c'est vraiment dans des expériences que moi, j'aime faire beaucoup. Très intéressant. Merci beaucoup, Franca. Irina, ton rôle au sein du laboratoire, puis je vais vous donner la parole aussi pour expliquer davantage vos projets. C'est similaire que Franca, mais on parle beaucoup de l'éducation financière, mais il faut quand même comprendre aussi le système et comme le système de la retraite qu'on a maintenant. Et il y a par exemple l'index on a, c'est comme un sondage chaque année avec le IRE aussi pour comprendre un peu la connaissance,
pas seulement les connaissances financières, mais aussi la connaissance des systèmes, qui est aussi assez important. Donc, on a un projet par rapport à ça. Maintenant, on voudrait ajouter quelque chose par rapport à la mortalité, et comme les connaissances de la longévité et tout ça. Donc, je vais parler un peu plus après d'un projet qui est en lien avec ça, mais oui, la collaboration avec les sondages, avec l'index de la retraite et tout ça. Bien, vous introduisez bien la suite des échanges parce que justement, on n'est pas des chercheurs en finances des ménages ni en éducation financière, peut-être sauf exception, certains dans la salle. Donc, peut-être aller un petit peu plus loin sur un projet ou 2 projets que vous avez réalisés dans vos recherches récentes, puis qui nous permettent d'ajouter un éclairage, puis d'outiller la population davantage. Pour cette question, puis les suivantes, je vais alterner le tour de parole. Donc, peut-être commencer par Franca cette fois, ensuite poursuivre avec Irina, terminer par Philippe. Oui, donc moi, j'ai récemment travaillé sur un projet avec Philippe où on avait regardé des données d'un sondage qui avait mené auprès des Canadiens pour connaître un peu leur niveau de connaissance en matière financière. Donc, on regardait vraiment en beaucoup de détails les connaissances générales en finance, mais aussi en ce qui concerne la retraite, donc notre système de retraite. Puis ensuite, on a posé aussi des questions sur les connaissances subjectives. Donc, combien est-ce que les gens pensent qu'ils savent? Et c'est vraiment très, très intéressant de comparer les connaissances objectives, mais aussi subjectives, parce que c'est pas toujours la même chose. Hein. En gros, on pourrait dire que quelqu'un qui connaît beaucoup de choses puis il le sait, c'est très bien. C'est quelqu'un qui va savoir quoi faire, qui va savoir comment prendre des décisions éclairées. Si on ne sait pas, mais on en est conscient, c'est pas trop problématique non plus parce que là, on va savoir qu'on a besoin d'aller chercher du conseil, va chercher de l'aide quelque part. Là, les cas plus intéressants, ce sont ceux qui ne savent pas, mais ils pensent qu'ils savent. Oui. C'est ça qu'on nomme la surconfiance. Et il y en a quand même pas mal. C'est très, très intéressant. C'est certainement lié aussi à certaines caractéristiques. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on voit que c'est vraiment lié au comportement face à la planification de la retraite. Donc, on regarde les gens surconfiants, mais aussi sous-confiants. Parce que sous-confiant, c'est quand on sait, mais on pense qu'on ne sait pas. C'est souvent lié au fait à un comportement un peu... les gens vont juste essayer d'éviter des situations de décision parce qu'ils ne se font pas confiance. Ils auraient peut-être des connaissances pertinentes, mais ils ne fassent pas assez confiance pour prendre des décisions. Donc, avec les gens qui sont surconfiants, on observe que souvent, ils vont dire « Oh oui, moi j'ai un plan pour la retraite, je suis préparé ». En fin de compte, quand on regarde leur préparation, quand on regarde leur compte d'épargne, RER, PI et tout ça, on réalise en fait qu'ils ne sont pas aussi préparés que les gens qui ne sont pas surconfiants. Donc, les surconfiants, ils pensent qu'ils sont bien préparés, mais ils ne le sont pas nécessairement. Ça, c'est une chose intéressante. On avait aussi vu que les gens qui sont surconfiants, souvent, ils ne vont pas s'adapter comme les autres à l'inflation. C'est un truc qu'on regardait parce que quand on a lancé le sondage, on était dans une période avec une inflation vraiment élevée. Puis on a regardé un peu les comportements. Est-ce que les gens vont ajuster leurs dépenses, vont piger dans leur épargne? Puis on voit que les gens qui sont surconfiants, ils ne s'adaptent pas comme on s'en attendrait peut-être. Donc ça, c'est des trucs qu'on trouvait très, très intéressants. Puis, c'est fascinant, là. C'est très intéressant. Comment on fait pour rejoindre, par exemple, parce que là, ça me semble très dangereux d'être surconfiant, là. Sous-confiant aussi, mais surconfiant en particulier. Est-ce qu'il y a des stratégies pour diffuser les connaissances auprès de ces différents groupes-là? Comment on fait pour rejoindre quelqu'un qui est surconfiant, qui pense qu'il sait déjà, mais qui ne sait pas? Est-ce que, d'un point de vue éducation financière, il y a des approches qui sont réfléchies pour ces personnes? Ça, c'est une très, très bonne question. Je pense surtout parce que ce n'est pas juste lié aux finances. Quand quelqu'un est surconfiant en finance,
souvent quelqu'un qui va aussi penser qu'il est Généralisé. un très bon conducteur, puis qui est bon dans pas mal tout. Toujours meilleur que la moyenne. Comme tout. Donc, je pense que c'est difficile, mais c'est sûr que l'éducation financière au niveau, même déjà à l'école, c'est hyper important. C'est quelque chose qu'on commence à faire beaucoup, puis tu vas en parler plus tard peut-être, mais c'est ça, l'éducation financière, c'est important. Comment réduire la surconfiance? C'est pas évident. J'imagine qu'il faut commencer très tôt dans la vie, mais en même temps, comme tu le dis, Franca, il y a des facteurs quand même de personnalité. Là. Souvent, ça se réduit pas à la sphère financière de la vie. Là. C'est un peu plus généralisé aussi. Exact. Mais je pense aussi que la sous-confiance, ça, c'est aussi quelque chose à laquelle on peut peut-être s'attaquer un peu plus facilement, justement en transmettant des connaissances d'un jeune âge. Donc, ça, c'est peut-être plus facile à arriver. Oui, très pertinent. Merci beaucoup, Franca. Ça illustre bien le type de travaux que vous pouvez faire dans le domaine. Irina, tu nous as donné un peu un avant-goût de certains projets. Oui, c'est ça. Dans les projets dont je voudrais parler, c'est une collaboration avec Claudio Daminato de l'Université de Lund. Donc, lorsque nous planifions notre retraite, il faut savoir combien d'épargner, combien d'épargner pour la future, pour la retraite. Donc, il faut savoir c'est combien d'années que je vais vivre dans ma retraite. Donc, il faut savoir l'âge de la retraite. Quand je prends ma retraite, il faut savoir quand même ou avoir une idée de mon espérance de vie. Donc, pour nous, la question était, mais est-ce que ça, c'est réalistique que les gens, ils connaissent leur espérance de vie, ils connaissent les chances, par exemple, de vivre jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'âge de 90 ans ou n'importe quoi. Donc, on a mesurer avec un sondage, avec une expérience, qu'on appelle l'ambiguïté de survie. Ça veut dire l'incertitude par rapport à cette question, l'incertitude autour des perspectives de survie. On voudrait savoir si les personnes ont une précise idée de leur chance de survivre à un certain âge, mais aussi s'il y a d'incertitude autour de ça, est-ce qu'il y a un effet de cette incertitude au comportement de l'épargne. Donc, c'était pour nous un projet intéressant parce qu'on n'avait pas de réponse avant ou pas d'idée qu'est-ce qu'on attend. Donc, on a mesuré ça dans le contexte d'un sondage avec presque 13 000 Américains. Et on a essayé comme un exercice visuel. Donc, peut-être vous pouvez imaginer, il faut mettre les boules dans les boîtes, comme il y a 20 boules et 5 boîtes, et toutes les boîtes représentent comme une chance de survivre. Donc, on a mis ça comme une distribution pour mesurer l'incertitude par rapport à cette réponse. Donc, quelqu'un qui dit, par exemple, comme réponse aux questions, c'est quoi votre chance de survivre jusqu'à 90 ans? La réponse était, je ne sais pas, 80%. C'est une ambiguïté très bas. Mais quelqu'un qui me dit, OK, mes chances de survivre jusqu'à 90 ans, c'est entre 60% et 80%, c'est une ambiguïté très gros, très large, parce que c'est vraiment comme un intervalle, j'ai presque aucune idée. Donc, les résultats étaient frappants pour nous. On a trouvé que l'ambiguïté de survie varie beaucoup dans la population. Et il y a un grand effet à le comportement d'épargne. Dans le sens que si j'ai beaucoup d'ambiguïté, je vais épargner moi. Donc, cette intuition peut-être est un peu paradoxale ou semble un peu paradoxale parce qu'on pourrait croire, oui, mais si j'ai l'incertitude par rapport à la future, je vais épargner plus par précaution. Mais ce n'est pas ce qu'on trouve dans les données. Et on a aussi rationalisé ces résultats empiriques avec des modèles. On a utilisé plusieurs modèles d'ambiguïté dans le contexte d'un cycle de vie. Et on a trouvé que l'intuition est vraiment que s'il y a beaucoup d'incertitudes dans le futur, et je n'ai aucune idée
c'est quoi la duration de mon vie, je vais focus un peu plus à aujourd'hui. Donc, je mets moins poids à la future et plus de poids aujourd'hui. Donc, je vais consommer un peu plus aujourd'hui. Donc, ça, c'était comme l'idée, l'intuition on a vu dans le modèle parce que c'est comme une poids un peu pessimistique par rapport à la future. Donc, oui, on a aussi ajouté une expérience randomisée pour tester si on pourrait changer cette ambiguïté de survie. Et on a réussi avec les informations objectives par rapport à la mortalité. Donc, l'idée pour la politique est claire, ou l'implication pour la politique est claire qu'il faut ajouter aussi un peu d'informations par rapport aux perspectives de survie dans l'éducation financière pour qu'on peut avoir une idée un peu plus claire par rapport à notre chance de survivre à un certain âge. Mais il y a aussi une grande bémol, parce que je ne sais pas comment vous vous sentez maintenant pendant mon discours, mais la plupart de la population ne veut pas penser de sa mortalité. Donc, c'est vraiment la question comment, pas si il faut, ou c'est plutôt comment on pourrait ajouter l'information par rapport à la mortalité, la longévité et les chances de survivre dans une éducation financière. Donc, ça, c'est une question, je ne peux pas faire une réponse ou donner une réponse maintenant. Bien, c'est super intéressant parce que, tu sais, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer qu'on a de la difficulté à que l'horizon temporel d'une mort éventuelle, d'une mort certaine dans le futur peut être grande, tu sais. Des fois, il y a des gens qui peuvent ne pas connaître, j'imagine, leur bagage génétique ou leurs antécédents, mais ça me fait penser qu'il y a aussi des gens qui ont de la difficulté à se projeter dans le futur. Donc, il y a peut-être aussi cette incapacité à planifier, puis donc, qui peut expliquer pourquoi les gens économisent probablement moins ou sont moins... Oui, et donc on a plusieurs caractéristiques. Par exemple, là, aussi, on demande beaucoup par rapport à l'histoire génétique, pas génétique, ou l'histoire médicale des parents et tout ça. Donc, il y a, oui, plusieurs facteurs qui contribuent par cet effet, mais c'est aussi intéressant l'effet de... On épargne moins, je ne crois pas que j'ai dit ça, c'est plutôt important pour les personnes qui sont dans la phase d'accumulation. Ouais. Donc, avant la retraite, ça veut dire c'est vraiment... donc, on a une simulation avec le modèle où on peut regarder, où on voit que si on peut diminuer l'ambiguïté de survie par 10 on peut augmenter le patrimoine à la retraite, je crois, environ 4 Donc, c'est vraiment les phases avant la retraite qui comptent. Et, donc, il faut savoir le plus précisément possible quand on va mourir. Puis, c'est quoi les stratégies qu'on peut mettre en place pour augmenter la prévisibilité pour les personnes? Oui, c'est ça la question. Comment on peut éduquer les personnes par rapport à cette chance de survie? Je ne sais pas à ce moment-là. C'est intéressant. Moi, je suis psychologue. Je vais venir travailler avec vous autres parce qu'il y a vraiment des liens. C'est notre projet. Très intéressant. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Irina. Philippe? Bien, moi, c'est sûr, je veux vous parler d'un projet de recherche aussi, mais je veux rebondir sur les deux projets que Irina et Franca ont dit, parce qu'on parle aussi de transfert de connaissances, puis je veux quand même noter qu'Irina a eu un article dans la presse au complet sur ce papier-là. Donc, ça semble un peu, peut-être ça vous semble obscur, j'essaie de juger par vos regards. C'est de la haute voltige, là, les recherches que Franca et Irina font. Mais tu as un article complet dans la presse qui parle de ton papier puis qui explique les résultats. Ça, c'est du transfert de connaissances. Puis Franca et moi, le projet qu'on a sur la confiance dont Franca a parlé, l'AMF organise à chaque année une journée en éducation financière. Ils ont lu notre papier, puis cette semaine, ils ont dit « le thème, ça va être sur la confiance. » Puis on va avoir tous des panels sur la confiance. Puis là, ils m'ont invité, puis Franca participera aussi à avoir un panel spécifique sur cet article-là aussi. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que, on fait de la recherche, c'est technique, on est dans des termes assez techniques, mais les gens ont faim de savoir qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on trouve. On est chanceux d'avoir des gens qui font de la recherche avec vos expertises puis de façon rigoureuse, mais on vous entend parler puis on voit tout le potentiel d'éducation puis de planification, comment on peut accompagner la population. Là. Donc, je ne doute pas que vos travaux doivent être très recherchés. Exact.
Puis moi, je vais vous parler d'un projet sur lequel j'ai aucun résultat, mais c'est le projet qui me passionne en ce moment. Donc, dans le volet données administratives, on a un gros contrat avec une institution financière nord-américaine qu'on ne peut pas nommer, qui a décidé de nous partager toutes les données qu'elle a sur les fonds de pension employeurs. Donc, les fameux fonds de pension dont je vous parlais d'entrée de jeu, pas ceux qui sont de la famille HEC, là, qui sont un petit peu la Cadillac, là, qui sont plug and play, mais les fonds de pension dans lesquels les individus ont des choix à faire de cotisation, des choix d'investissement. Je m'en vais-tu dans des actifs risqués, des actifs non risqués. Donc, cette banque-là est allée chercher ses 30 plus gros employeurs, tous les employés de ces employeurs-là. On parle de plus de 400 000 employés. Puis, sur une base mensuelle, elle nous donne tous les soldes, toutes les transactions de 2019 à aujourd'hui. 180 millions de lignes d'observation, grosso modo. Donc ça, c'est arrivé hier. Je vais avoir des beaux papiers. Donc, on a reçu les données hier. J'ai aucun résultat à vous partager, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va nous donner un coup d'œil là, sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Encore, je parle beaucoup à Retraite Québec, je leur parlais la semaine passée, puis je leur demandais, qu'est-ce que vous avez sur votre radar? Ils disaient, on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe dans ces fonds de pension-là. On n'a pas une vigie là-dessus. C'est vraiment un trou noir en ce moment. Donc, la principale chose qu'on va regarder, c'est l'effet de la hausse et de la réduction des taux d'intérêt là, de 2019 à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a eu comme impact pour les individus? Hein? Puis on peut s'imaginer là, beaucoup de choses. Là. On peut s'imaginer que les gens ont changé la gestion du risque dans leur portefeuille, la gestion de leurs contributions, les retraits, les sorties, etc. Donc, je n'ai pas de résultats à vous partager, mais c'est là-dessus que je vais travailler sur les prochaines années. Oui. Vous avez, j'imagine que c'est exceptionnel d'avoir accès à des données en quantité puis en précision. Je pense qu'il y a 5 équipes de recherche au monde qui ont ce accès. genre de données-là, puis je pense qu'ils n'ont pas la façon précise. Je regardais les codes de transactions, il y a plus de 250 types de transactions codifiées dans ces données-là. Donc, des retraits, là, tu parles d'un retrait de ton compte REER, il y en a 150 sortes. C'est-tu pour l'achat d'une maison? C'est-tu parce que tu as pris ta retraite? As-tu acheté une rente? As-tu fait un retrait que tu vas rembourser plus tard? Donc, on aura du plaisir à regarder ça. Donc, une longue vie au laboratoire en éducation financière. Vous allez avoir de nombreuses années prolifiques devant vous. Donc, c'est très enthousiasmant, tout ça, Philippe. On poursuit avec une question plus personnelle. Ça, c'est le volet moins recherche, mais pour vous connaître un peu plus. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on choisit de consacrer sa carrière à l'éducation financière et à la finance des ménages? Qu'est-ce qui vous a décidé, j'imagine au niveau de doctorat ou peut-être pas, que vous vouliez vous investir dans cette voie-là? Donc, qu'est-ce qui vous incite à continuer aussi dans cette perspective? Donc, pour cette question, on peut commencer par Irina, ensuite Philippe et Franca. Oui, merci pour cette question. Donc, pour moi, c'était un mélange entre mon enfance et les personnes que j'ai rencontrées pendant mon parcours académique. Donc, moi, je suis plutôt averse au risque. J'aime beaucoup la mathématique. Et je viens d'une famille qui a dû gérer quand même beaucoup de défis financiers. Donc, au début, je me suis intéressée par l'assurance personnelle, donc la façon comment on peut gérer ces risques personnels pendant la vie, comme la riscophobie. Donc, après, c'était, je crois, pendant ma maîtrise, j'avais un cours avec Michael Saliassos, qui est l'un des pères fondations du domaine de la finance des ménages. Et dans ce cours, on a discuté de l'énigme de la participation en bourse, boursière, je crois, c'est le terme formel. Donc, cette énigme, c'est comme la question pourquoi tout le monde n'investit pas, je crois en français, oui, en bourse, en sachant que presque n'importe qui peut augmenter sa patrimoine avec les actions. Donc, ça, c'est une question qui est vraiment connue, une énigme vraiment connue dans le domaine des finances des ménages. Et il y a plusieurs réponses à cette question. Donc, il y a des coûts fixes, il y a des raisons culturelles, il y a des personnes qui ne font pas confiance au système en bourse, à la bourse, mais il y a aussi l'éducation financière. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment le début de mon intérêt à ces sujets. Mais après, un peu plus tard, c'était vraiment pendant mon doctorat, ces points-là,
j'ai contacté Olivia Mitchell, qui est une des deux chercheuses qui a créé les questions pour mesurer, qui ont utilisé partout pour mesurer les connaissances financières. Donc, elle a vraiment joué un grand rôle dans ma vie comme une chercheuse, de m'inspirer et donner des idées pour les projets. Donc, ça, c'était vraiment mon parcours, mon raison. Intéressant. Merci beaucoup pour le partage, Irina. Philippe? Donc, moi, j'ai dit d'entrée de jeu que la finance, c'est une passion. Puis, j'ai fait ma maîtrise ici à HEC, mais j'avais un grand dilemme à la maîtrise. J'adorais la finance, mais les deux tracks en finance, la finance de marché puis la finance de corporative, ça ne m'intéressait pas. Là, je suis gêné parce qu'il est dans la salle, mais je suis allé voir M. Dionne, qui était mon directeur de mémoire. J'ai dit, je fais quoi? J'adore la finance, j'en mange, mais je n'ai pas le goût de faire de la finance corporative, je n'ai pas le goût de faire de la finance de marché. Puis Georges a été d'un très bon conseil. Il m'a dit, bien, il y a la finance des ménages. Écoute, on était en 2010, c'était pas très populaire, c'était pas un sujet qui était chaud. Les auteurs qu'on citait à ce moment-là n'étaient pas très bien publiés. Maintenant, ils sont publiés dans les meilleures revues. Donc, Georges m'a beaucoup aidé, m'a donné un projet clé en main. Voici une base de données, voici une question de recherche, vas-y, fais ce que tu peux avec ça. On a publié un article avec ça. Ça m'a vraiment aidé. Puis après ça, j'ai appliqué au doctorat, puis tout le monde m'a dit non, tu ne peux pas faire carrière en finance des ménages. Sauf Georges, là. Tout le monde me disait ça se peut pas. Tu as besoin de données, c'est trop compliqué. Puis j'ai persévéré, puis durant le doctorat, j'ai obtenu des données administratives d'une grande banque qui m'a partagé des données de carte de crédit, puis j'ai fait un papier, puis j'ai réussi à le publier. Puis là, j'ai commencé à y croire, à me dire on peut. Puis c'est un champ de recherche où plus que tu y vas, puis plus que tu en fais, plus que tu attires un peu l'attention, vous le savez, des gens qui sont intéressés par ces questions-là, puis plus ça fait boule de neige. Puis je suis sûr que je parle pour nous trois, on ne manque pas de projets là, maintenant. Mais ce n'est pas un domaine de recherche qui était populaire avant la crise financière. Fait que c'est juste pour faire un peu de perspective, avant la crise financière, on ne pensait pas que la finance des ménages était important. Quand on a vu l'impact que ça a eu sur les maisons aux États-Unis, ici, là, ça a vraiment ouvert un pan de recherche qui, à ce jour, je pense, est un des plus populaires peut-être maintenant en finance. Ah, je suis contente que tu me racontes ça. Je ne savais pas que M. Dionne avait été ton directeur de mémoire. Puis des fois, ça prend des gens comme ça qui nous font confiance puis qui nous amènent à explorer des domaines qui sont peut-être moins classiques à une époque, mais qui ont permis qu'aujourd'hui, vous puissiez être des chercheurs extrêmement reconnus dans ce domaine-là. Donc, intéressante histoire. Merci beaucoup, Philippe. Franca? Oui, moi, ce que je trouvais toujours intéressant, c'est que quand on prend des cours d'économie ou de finance, on utilise souvent des modèles mathématiques pour décrire et prédire le comportement des gens. Donc, on a un peu cette idée que les gens vont toujours prendre la décision qui est la meilleure dans les circonstances. Mais ça présume que les gens ont les connaissances d'abord, qu'ils savent ou qu'ils ont toute l'information qui est pertinente pour la décision, puis aussi qu'ils sont capables d'identifier la bonne décision qui va maximiser leurs gains. Donc, moi, ce que je trouvais intéressant, puis il y a toujours une place pour ce genre de modèle, mais ce que je trouvais intéressant, c'est quand je regardais les gens autour de moi, comment ils prenaient la décision financière, bien, c'était pas tout à fait juste ça. Puis vous pouvez peut-être le confirmer, peut-être que non. Donc, je trouvais ça intéressant qu'en fait, dans la réalité, il y a tellement de choses qui rentrent dans la décision financière qui n'est pas dans ces modèles-là. Donc, moi, je trouvais intéressant de regarder un peu c'est quoi le rôle de certains biais psychologiques. Maintenant, c'est la finance émotionnelle. Il n'y a pas trop longtemps, j'ai lu ce terme-là, où on regarde vraiment c'est quoi le rôle de ces préférences, de ces... des émotions aussi dans la prise de décision financière. Parce qu'en fin de compte, maintenant que les gens ont tant de responsabilités pour la planification de leur retraite, pour leur épargne,
ils ont beaucoup de décisions à prendre, mais souvent ne sont pas formés pour le faire. Maintenant, les jeunes aujourd'hui, ils vont prendre des cours d'éducation financière à l'école, mais les gens qui ont maintenant 40-50 ans, ils n'avaient pas ça. Donc maintenant, c'est vraiment une question intéressante, comment les gens qui n'ont pas les connaissances nécessaires vont prendre ces décisions-là. Puis c'est toujours dans le but de développer une architecture de notre système financier qui permet aux gens de prendre des décisions éclairées sans nécessairement être des experts en finances personnelles, parce que pas tout le monde peut l'être, pas tout le monde peut payer pour un conseiller financier. Donc, c'est quoi l'infrastructure dont on a besoin pour aider les gens à prendre des décisions éclairées sans que ce soit une job à temps plein. Puis c'est aussi des outils technologiques qui sont pertinents dans ce contexte-là. Donc maintenant, on regarde l'impact de l'intelligence artificielle, des outils automatisés qui peuvent aider à prendre ces décisions, mais qui, évidemment, sont encore, on ne les comprend pas trop. Donc, il y a plein d'enjeux autour de ça. C'est intéressant, c'est parce qu'il y a le plaisir certainement intellectuel à produire des papiers avec toutes les belles bases de données, mais on sent que derrière, il y a aussi une volonté de contribuer au bien-être de la population, en transférant les informations, en réalisant des recherches qui sont pertinentes. Donc, ma sous-question, c'est de quoi êtes-vous le plus fier jusqu'à maintenant ou de quoi vous seriez fier dans l'avenir en termes d'impact de ce que vous avez pu réaliser? Puis, là, je dirais de façon spontanée, là, celui ou celle qui est le plus, qui a une idée, qui est le plus fier, allez-y, oui. Ça peut être sur les étudiants, ça peut être sur bien évidemment sur les familles, sur peut-être au niveau de qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme politique pour mieux accompagner. Moi, je peux commencer. On en avait parlé. On a construit un cours de finances personnelles au bac à HEC. Je me souviens quand on en parlait au début, les gens, certaines personnes disaient « Bien, là, c'est des étudiants en gestion, ils n'ont pas besoin d'un cours en finances personnelles. » Bien, détrompez-vous, ils en ont besoin parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a des surconfiants aussi. Il y a des surconfiants, il y a des sous-confiants. Je ne dirais pas dans quel majeur ils sont non plus, là. Mais ça, c'est une fierté quand même d'avoir bâti ce cours-là, de le donner. Irina va le reprendre aussi, va le donner. On espère qu'il va perdurer dans le temps. Puis, je pense qu'il amène des résultats. Je pense que les jeunes sortent de là, puis ils comprennent mieux c'est quoi un REER, un CELI, ils comprennent mieux les hypothèques, ils comprennent mieux tout ça. Puis, au final, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Puis, ça nous permet de parler de notre recherche aussi. Donc, tout le monde est gagnant. On parle de notre recherche, puis on essaie d'éduquer les gens. Si tu veux gérer des organisations, commence par te gérer toi-même. Exactement. Très intéressant. Pour moi, je suis fière d'être comme part ou de faire partie d'une domaine ou un groupe de chercheurs et chercheuses vraiment exceptionnels, selon moi, qui ont contribué beaucoup au développement d'avoir l'éducation financière obligatoire dans certaines écoles, dans certains pays. Donc, on a, par exemple, ici à Québec, au Québec, on a, je crois, les cours de 15e secondaire depuis 2017, je crois. Donc, mon beau-fils a pris des cours, donc j'ai son manuel ici. Il était vraiment enthousiaste. Il y a aussi comme des initiatives, par exemple, le Bourstad. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme une initiative pour comme une compétition d'investissement pour les étudiants qui a un autre goût de motivation, de vraiment comprendre à l'action avec des actions comme il faut avoir une motivation réelle pour investir. Donc, c'est vraiment différent. Donc, je trouve que les chercheurs et les chercheuses de notre domaine, ils ont vraiment contribué à développer cette idée qu'il faut avoir un cours obligatoire. Et aussi, ils sont des gens vraiment gentils. Donc, ce n'est pas toujours dans le domaine de finances, désolée. Ce n'est pas toujours ce cas. Donc, oui, on a un groupe vraiment exceptionnel, je trouve. C'est bien. C'était un beau témoignage. Merci. Franca? Moi, je donne le cours de finances de base au tronc commun à HEC, au bac. Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai tous les étudiants en administration sont dans mon cours. La plupart, évidemment, veulent faire autre chose que la finance. Il y a toujours quelques-uns qui rêvent de leur Maserati un jour, mais la plupart des gens disent la finance, c'est pas pour moi, c'est un cours que je dois faire, mais ça ne me tente vraiment pas. Chaque fois qu'un étudiant, après, vient me voir pour dire « Hey, là, j'ai compris pourquoi c'est important d'avoir des connaissances de base,
ça me rend vraiment fière parce que c'est exactement ça que j'essaie de leur apprendre. C'est pas tout le monde a besoin d'être un expert, mais vous allez prendre des décisions financières, c'est sûr. Il n'y a pas de manière de ne pas le faire. Donc, essayez d'être informé au moins assez pour prendre des décisions éclairées. Ça n'a pas besoin d'être complexe. Vous avez vraiment juste besoin de connaître 5-6 trucs de base pour prendre des bonnes décisions. Puis, chaque fois que quelqu'un vient pour me dire que maintenant, ils ont moins peur de ça, ou que ça me rend fière. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin ces jours-ci. Il n'y a pas de manière de se rendre à la retraite sans avoir pris de décision financière. Puis au plan de la recherche, je suis vraiment fière de ce projet que j'ai en ce moment avec l'Autorité des marchés financiers, l'AMF ici au Québec, qui s'intéresse aux conseillers automatisés. C'est un gros projet qu'on est en train de faire en ce moment. Puis ça, c'est quelque chose où je vois vraiment l'intérêt de la politique pour savoir ce que moi je veux savoir comme chercheuse. Quand ces intérêts-là sont alignés, c'est vraiment, je trouve que ce sont les plus beaux moments en recherche parce qu'on sent que c'est vraiment pertinent ce qu'on fait. Puis c'est vraiment fun. Bien, bravo. Puis c'est sûr que, tu sais, on a des étudiants parfois au bac jeunes en classe qui ne réalisent pas tout à fait l'importance, mais c'est vrai qu'à la fin d'un cours, tu sais, avoir le sentiment qu'on a éveillé un intérêt puis une envie de continuer à apprendre puis à s'informer, c'est déjà un impact très important. Merci à vous trois. Bravo. J'ai une dernière question qui est orientée dans l'actualité et l'avenir à la fois. Donc, on est dans le contexte actuel, on le vit tous, le coût de la vie augmente, malheureusement, le niveau d'endettement des familles aussi. Comment les chercheurs en finances des ménages, comme vous êtes, peuvent contribuer à identifier d'une part les enjeux, mais aussi des solutions pour augmenter la santé financière de la population? Puis, vous l'avez un peu évoqué, c'est quoi les pistes prioritaires de recherche maintenant, selon vous? Tu évoquais les agents automatisés, les robots financiers. Il y a certainement des éléments autour de l'IA, mais probablement autre chose aussi. Donc, pour cette dernière question, on va commencer par toi, Philippe, puis on va céder la parole à Franca et on va donner le mot de la fin à Irina. Donc, je pense que premièrement, on veut vraiment documenter c'est quoi l'état des lieux. OK? Puis on le fait, Franca et Irina en ont parlé, on le fait, nous, avec l'indice IRE qu'on appelle, c'est les connaissances sur le système de retraite et les connaissances de finances en général. On veut documenter ça parce qu'on veut que les décideurs publics voient où les lacunes. Okay? Donc, quand on fait notre indice IRE, on est sur les 4 piliers de la retraite, c'est-à-dire les programmes gouvernementaux, la RRQ, que vous connaissez peut-être, la PSV, c'est les fonds de pension employeurs, puis c'est les REER et les CELI. Donc, quand on pose une trentaine de questions aux gens sur ces questions-là, on est capable d'identifier c'est où les grosses lacunes, puis honnêtement, Retraite Québec, encore une fois, sont intéressés par ces résultats-là. Ils les lisent avec grands intérêts, puis ils nous demandent, OK, fait, on peut un petit peu orienter peut-être les politiques publiques à dire, regarde, ici, il y a un trou, il faut qu'on aille mettre de l'effort là-dessus. Puis, tu sais, je vais le dire, mais qu'est-ce qui nous apparaît le plus prioritaire? Bien, ça prend des fonds, ça prend du soutien. Ça prend, tu sais, quand tu fais de la recherche, quand tu as des projets ambitieux, là, comme Irina, Franca et moi, on vous parle, ça prend des équipes de recherche, ça prend du support, ça prend beaucoup de choses pour que ça fonctionne. Donc, on a besoin du support de l'école, on a besoin du support des partenaires financiers. Puis avec tout ça, on espère qu'on est capable de faire avancer les choses. La seule chose que je vais dire, c'est que quand tu regardes sur au moins les 6 dernières années qu'on mesure la littératie financière, ça ne bouge pas. Il n'y a pas d'augmentation de littératie financière. C'est vrai ici, c'est vrai ailleurs dans le monde, c'est vrai quand Retraite Québec le mesure, quand MF le mesure, quand nous, on le mesure. Je pense que les gens commencent à se dire il faut travailler sur les populations vulnérables qui en ont le plus de besoin. C'est pas clair qu'on veut bouger la moyenne. Mais on veut aller dans le bas de la distribution, voir les gens qui en ont le plus de besoin, leur donner la bonne éducation au bon moment pour qu'eux puissent avoir un meilleur bien-être financier, puis là, tout le monde pourra être mieux. C'est intéressant, mais ça m'est désolant en même temps de ne pas voir d'évolution. Est-ce que les mesures ont changé ou c'est vraiment des mesures stables, mais il n'y a pas de changement globalement? OK. Bon, mais vous avez raison, il y a des gens qui sont particulièrement moins informés et équipés. Donc, misons, entre autres, sur cette couche de la population. Effectivement. Merci, Philippe. Franca? Oui, moi, en fait, ça donne un petit peu à ce que Philippe vient de dire. Moi, je m'intéresse beaucoup à comment les gens se servent de l'IAG maintenant pour prendre la décision financière.
C'est sûr que tout le monde s'en sert. Moi, je m'en sers. Moi, j'ai des questions parfois. Puis c'est vraiment intéressant de voir un peu comment les gens, comment est-ce qu'ils vont choisir les questions qu'ils vont poser à l'IAG. Ce qui était intéressant, un jour, j'avais reçu un courriel d'une journaliste qui voulait faire un article sur les réponses de l'IAG à des questions de finances personnelles, puis voulait savoir est-ce que ce sont les bonnes réponses. Mais en fait, je regardais les questions, puis dans ma tête, j'étais comme, ben en fait, ce ne sont pas les bonnes questions. C'est ça. Donc ça, et c'est pas évident de savoir c'est quoi la bonne question à me poser. Et je pense que l'IAG, ça a un grand potentiel pour réduire l'inégalité parce que, justement, les gens qui n'ont pas assez d'argent pour avoir accès aux conseillers financiers, ils peuvent maintenant, à moins de coût, demander à l'IAG quoi faire avec leur argent. Donc, il y a un potentiel pour aider justement les populations vulnérables, mais c'est fort probablement aussi ces gens-là qui savent le moins comment poser les bonnes questions. Donc, il y a cet enjeu-là qui m'intéresse vraiment parce que ça peut vraiment être utile, mais ça peut être dangereux aussi. Puis, évidemment, c'est en évolution constante. Puis, ça, c'est quelque chose sur lequel je veux me pencher. Ça, c'est un bon point, hein, parce qu'on éduque à comment se servir de ces outils-là. Puis, toi, quand tu fais tes tests avec les bonnes questions, est-ce que tu as le sentiment que les outils qui sont disponibles actuellement puis accessibles plus largement, ils donnent des réponses fiables? Je dirais que ça varie. Okay. Si on est capable par la suite de poser d'autres questions plus poussées, là, ça commence à être vraiment utile. Puis, mais si on pose une question plutôt générale, puis on se fie à la réponse de façon générale, c'est pas très, très bien parce que c'est pas adapté non plus à la situation financière. C'est pour ça que les conseillers sont utiles parce qu'ils connaissent la situation un peu plus globale de l'individu. Demander est-ce que c'est une bonne question d'investir dans l'immobilier au Québec en 2026, bien ça c'est une question, ça dépend fortement de la situation globale. Donc, oui, bon point. OK, donc ça c'est intéressant, hein? On n'a pas toutes les nuances, puis évidemment le background de la personne, son contexte. Merci beaucoup, Franca. Irina? Peut-être je voudrais ajouter quelque chose par rapport à l'IA. Ce qui me concerne maintenant par rapport à l'éducation ou le conseil d'IA aussi, c'est on trouve ou on croit que l'IA, au moins, il n'a pas de billet, il travaille pour personne. Mais récemment, oui, ce n'est pas le cas. On sait qu'il y a des placements de produits, donc le développement récent où c'est vraiment subtil. On ne peut pas vraiment évaluer si ça, c'est une réponse sans biais, si ça, c'est une réponse qui inclut un produit qui était placé, était payé. Donc, je trouve que c'est aussi un défi vraiment fort pour la régulation parce que de comprendre comment on peut identifier s'il y a un agent AI qui est payé, qui accepte comme l'avertissement payé, c'est pas facile. Juste pour ajouter dans les risques avec le conseil d'IA. Donc, si je prends... parce que c'est une machine que c'est neutre, hein? Donc, oui, c'est ça, c'est ça. On pense, oui. Donc, si je regarde la question encore une fois, donc, pour moi, vraiment, un rôle important d'un chercheur ou une chercheuse est de trouver le lien, les relations entre deux choses et communiquer ça avec le public, avec la politique. Ça veut dire si j'ai un problème et j'ai trouvé une caractéristique B de ce problème, peut-être je peux trouver un lien entre A et B et si on change A, on peut changer B. Donc après, on peut partager cet résultat avec le public et la politique. Donc, par rapport en domaine de l'éducation financière, qu'est-ce qu'on peut faire comme chercheur? On peut évaluer quel programme d'éducation financière fonctionne pour qui. Donc, j'ai aussi un article qui est une collaboration avec Pierre-Carl Michaud du département économique appliqué de HEC et Olivia Mitchell, de qui j'ai parlé avant. Et on trouve c'est un sondage, une expérience aussi, et on trouve dans cette expérience que c'est les personnes qui ont déjà une connaissance financière plus élevée, qui sont aussi intéressées de participer dans les programmes d'éducation financière.
Donc, il y a une sélection positive dans ces programmes. Et aussi, si on ignore ce résultat, cette sélection positive, il y a des risques de aussi ignorer les personnes qui ont le plus besoin de l'éducation financière. Et un autre résultat dans cette étude est aussi que les personnes qui ont déjà les connaissances plus élevées, ils ont aussi les gains plus élevés d'une éducation financière. Ça veut dire, si on ignore cette sélection, on va introduire des biais pour l'estimation des effets de ces programmes. Donc, il faut avoir quelqu'un qui vraiment peut évaluer l'effet d'un programme pour améliorer les programmes peut-être, pour avoir pas un niveau de la connaissance qui ne bouge pas. Oui, donc ça, c'est par rapport à l'éducation financière. Et peut-être en général, on peut aussi élargir la discussion de l'éducation financière un peu en incluant le système, qui en a déjà parlé un peu, parce qu'on a des chercheuses qui ont, par exemple, dans le contexte de l'option défaut pour les contributions de la retraite, on peut voir que le comportement est différent pour les différents systèmes. Donc, si, comme chercheur, on trouve le lien entre les systèmes, par exemple, en utilisant un changement de système, le lien entre le système et le comportement, on peut aussi améliorer le système. Donc, oui, à la fin, je crois que c'est important de juste écouter et être proche au ménage et savoir c'est quoi les besoins, c'est quoi les problèmes. C'est super intéressant. Puis il y a des liens entre les recherches que vous avez évoquées puis les pistes que tu mentionnes. Hein, quand on sait qu'on ne sait pas, on s'informe plus, mais on ne rejoint peut-être pas la couche de la population qui est moins informée puis qui sait pas, qui est peut-être surconfiante ou en tout cas qui se sent un peu désemparée par rapport à la complexité de toutes les options et des stratégies. Là. Alors, ce que vous faites a beaucoup de sens, beaucoup d'impact. Vous nous avez, je pense, partagé avec beaucoup de pédagogie vos expertises. Donc, un immense merci. Il nous reste en quelques minutes pour des questions, mais je pense qu'on peut vous applaudir d'entrée de jeu. On a des gens en ligne, évidemment, plusieurs personnes ici en présence. Donc, certainement un micro. Mathieu, merci de nous aider. S'il y a quelqu'un qui veut... Oui, je pense qu'il y a Camille déjà que j'ai vu, mais probablement d'autres personnes. On aura peut-être le temps de prendre 2 questions en salle, puis je laisserai une question aussi à distance si on a... Oui, il y a de l'intérêt à distance aussi. Donc, Camille Grange. Bonjour, Camille Grange, professeure en TI. Merci beaucoup, c'est très intéressant, fascinant. On a tous beaucoup de questions, je pense. Pour pouvoir améliorer la santé financière de nous-mêmes et puis de nos proches et de nos élèves. Philippe, tu mentionnais tout à l'heure que la moyenne n'était peut-être pas la plus intéressante quand on regarde la littératie financière. Puis j'ai 2 questions par rapport à ça. Vous pouvez répondre à celle que vous voulez. La première, c'est de se dire si la littératie n'est pas vraiment finalement le levier intéressant peut-être pour améliorer la santé financière, est-ce qu'il y a d'autres type de politique qui pourrait être plus efficace. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des études de cas extrêmes, un peu de outliers qui ont été faites, par exemple, des personnes qui peut-être n'auraient pas la solidité financière pour amener à une bonne santé financière, peut-être pas une bonne littératie, mais qui arrivent quand même à performer. Inversement, des personnes qui partiraient d'un bon capital, je dirais, et qui se cassent la figure. Okay, donc, entre guillemets, quels sont les facteurs extrêmes qui pourraient nous permettre de prédire des cas inhabituels de bonne ou de mauvaise santé ou orientation financière? Ouais, super. C'est une bonne question. Donc, tu sais, quand on pense que la moyenne ne bouge pas, puis on se dit qu'il faut qu'on aille sur d'autres leviers, je pense que les grands leviers qu'on a, tu sais, oui, l'éducation financière, c'est important, mais on est aussi conscient que ce n'est pas tout le monde qui va devenir un expert en finance. Donc, on doit se rabattre un peu sur les politiques publiques. Okay? Le RRQ a fait sa part là, depuis quelques années. Le RRQ, c'est le gouvernement qui vous paye votre pension. Là. Il a élargi le montant qu'on contribue et le montant qu'on va recevoir à la retraite. Donc, si je ne suis pas capable de convaincre les gens d'épargner par eux-mêmes, peut-être que je dois les forcer. Okay? Donc, ça, c'est clairement un autre levier
où les politiques publiques, on fait appel aux politiques publiques. L'autre grand pan dont on n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui, c'est le conseil financier. Puis on a des recherches, nous, là, sur les planificateurs financiers et tout. Donc, les planificateurs financiers, le conseil financier, c'est l'autre levier qu'on a, mais il y a des problèmes là aussi parce que si tu n'as pas 500 000 d'actifs, tu ne parles pas un PF. Donc, tu sais, il n'y a pas de solution facile, mais disons que l'éducation, une conjonction d'éducation financière, conseil financier et politique publique qui sont bien mises en place, ça peut nous mener vers de meilleurs résultats sans que la moyenne bouge nécessairement. Pour la deuxième question, je pense à 2 cas de figure. Premièrement, c'est pas vrai que tu as besoin d'une bonne littératie financière pour gérer un budget. Puis, je parle avec des organismes communautaires sur certains comités. Puis, ce qu'ils nous disent, c'est écoute, moi, j'ai des gens là, qui y arrivent. Ils n'ont pas de connaissances financières, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas d'argent, pas de connaissances financières, désolé de l'expression, mais ils y arrivent par la force des choses. Donc, on peut y arriver parce qu'on apprend avec des trucs, on le sait. Tu sais, ça va m'arriver une fois de loader ma carte de crédit là, de 10 000 $, puis ça ne m'arrivera plus jamais. Donc, ils l'apprennent par la force des choses. Puis à l'autre extrême, tu sais, je vais le dire, on a les médecins. Les médecins, ils ont de l'argent, mais tu sais, anecdotiquement, je n'ai pas d'études sur le sujet, mais ce n'est pas ceux qui sont les meilleurs en posture financière. Là, je sais. J'ai des médecins dans mon entourage, puis donc, tu sais, ça, c'est ce que je dirais en réponse à vos 2 questions. Surconfiant peut-être. Peut-être surconfiant. Voulez-vous ajouter? Mais c'est ce qu'on sait aussi un peu de la recherche, c'est que les interventions d'éducation financière, c'est surtout utile quand ça arrive au moment où on en a besoin. Parce que c'est sûr qu'enseigner aux enfants de 16 ans comment choisir une hypothèque, bien, ce ne serait pas pertinent pour un bout, surtout ces jours-ci. Donc, c'est sûr que ces informations sont moins utiles dans le moment, puis les gens ne s'en souviennent pas 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Donc, c'est important de faire les interventions au moment où les gens en ont besoin, sinon, c'est plus utile. Rina, tu veux ajouter? Peut-être seulement, il y a aussi une recherche qui montre qu'il y a une chose les connaissances, il y a une chose les comportements. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes choses, mais oui, si on augmente la connaissance, on peut améliorer les comportements, mais pas 100%. Donc, oui, on sait, c'est pas. Donc, peut-être le niveau des connaissances, c'est pas toujours les meilleures Résultats. mesures. Oui, c'est ça. Ouais. Puis il y a les émotions, vous l'avez dit, puis le fait d'avoir loadé sa carte de crédit fait mal, donc on apprend aussi de nos expériences. Merci. Le temps file, je veux respecter notre temps, donc peut-être j'irai à une question en ligne, Mathieu, si on a une question à puis on peut protéger Philippe en disant que Nicolas Bérubé mentionne souvent que les docteurs ne sont pas nécessairement les meilleurs avec leur argent. Donc, la question, c'est bien court, mais une question que je pense qui est importante au sujet du cours que vous enseignez. Quel est le titre et sigle du cours pour le BA? Parce qu'apparemment, il y a grand intérêt. Il y a quelqu'un qui veut s'inscrire, oui. C'est gérer ses finances personnelles, DFP. C'est un cours de développement personnel. Donc, des fois, je dis à la blague, moi, je suis un coach personnel en finance. C'est pas dans le sigle finance. Donc, d'où c'est important d'en faire la promotion parce que les gens le manquent. Les étudiants le manquent. Donc, les étudiants en ligne, c'est DFP. J'ai oublié le sigle, mais c'est gérer ses finances personnelles. Irina reprendra le flambeau très prochainement, l'an prochain. Donc, merci pour la publicité. Ouais, pour ce cours-là, on en veut toujours plus. Vous allez voir une croissance dans les inscriptions de votre cours. On espère une croissance dans la littératie aussi à travers tout ça. Donc, ça, c'est une question rapide. Fait qu'on peut s'en faire mettre une autre, Mathieu, oui. soit en Donc, présence ou en ligne. Moi, j'ai une question, mais est-ce qu'il y avait une autre question? Il y avait le voisin de Camille. Ah, désolé. Ça sera notre dernière question. Merci pour toutes ces explications. Moi, je fais partie de la génération des gens qui n'ont pas eu le cours de finances personnelles il y a 20-30 ans. Là. Et donc, ma question, c'est quelle est la recherche des solutions pour ceux qui n'ont pas les moyens d'investir? Et parce que la littératie, ça peut aider, mais il y a un moment, les moyens peuvent être limités aussi. Et quel est l'impact de cette recherche sur les politiques publiques ou sur, par exemple, des questions de salaire minimum, de revenu universel ou de modification des programmes de retraite actuels? Bien, la clé, c'est le budget. Fait que c'est plate, là, mais c'est le basic, c'est faire un budget. Fait que tu n'as pas besoin d'être riche pour comprendre un budget, pour faire un budget, pour budgéter tes dépenses, puis pour essayer d'y arriver.
Des fois, tu vas faire ton budget et tu vas dire « j'y arrive pas, il faut que tu changes quelque chose ». Donc, tu sais, oui, investir, là, on parle tous des universitaires, on a tous... tu n'es pas capable d'investir, mais c'est pas là qu'on commence. On commence avec un budget bien bouclé. Puis un budget bien bouclé, c'est vrai à tous les niveaux de salaire. C'est vrai pour les médecins, puis c'est vrai pour les gens qui en font moins. C'est intéressant. Hein? Tu sais, des fois, on entend juste vivre un petit peu en dessous de ses moyens pour être capable de se bâtir un peu un capital de départ pour être capable d'investir aussi par la suite. Peut-être c'est aussi utile de savoir comme si on a une petite contribution, mais c'est automatisé, donc c'est toujours le même montant, même si c'est comme $10, ça peut aider parce que c'est vraiment qu'on ne doit pas décider chaque mois, encore une fois, est-ce que je peux investir ces $10 maintenant? Non, si on a décidé avec le budget, on a $10 pour investir, il faut avoir une contribution comme automatisée pour rester avec ça. Merci beaucoup. Qui augmente idéalement avec, automatiquement au fil des années. Mais de prendre l'habitude de le faire, Exactement. de l'épargne. Et de ne pas penser que c'est compliqué. Ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. Ça peut être un FNB. On n'a pas besoin d'y penser. Toujours le même montant, même fonds. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Vous avez réussi à nous rendre ça captivant, puis très concret aussi. Donc, bravo, c'était extrêmement intéressant. Merci pour votre générosité, votre pertinence. Et merci à tout le monde d'être venu en présence, puis plusieurs personnes aussi en ligne. On va prendre une pause des midis de la recherche pendant l'été, puis on va revenir avec une nouvelle programmation à l'automne, donc qu'on vous diffusera. Donc, je vous souhaite un très bel après-midi. Merci encore. Merci à tous, puis à bientôt. Au revoir.